à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser, à la Cantorade. Bonjour André. Bonjour Bernard. Bonjour à notre invité. Notre invité, c'est Monsieur Victor Weiss. Bonjour. Bonjour, et avec Monsieur Victor Weiss, nous allons parler, André et moi, de... Et Monsieur Weiss. Oui, bien sûr. Du patrimoine. Et donc, le patrimoine, on va, je pense, pouvoir consacrer, on va voir, ça dépend, deux chroniques en tout cas, sur ce thème. Et donc, vous savez que toute civilisation, tout peuple, toute famille, tout individu transmettent à leur échelle des valeurs intellectuelles, architecturales éventuellement, sociétales, artistiques, génétiques, financières à leurs descendants. On les appelle des valeurs patrimoniales. Et moi, quand je parle de patrimoine, là je vous dis comme ça à titre personnel, je pense pas mal au patrimoine génétique. Et j'en parlais ce matin avec un de mes fils qui me dit « Ah bah oui papa, la calvitie » en me regardant. Et je dirais la même chose en te regardant, André, peut-être, hein, oui. Oui, mais j'ai pas de problème majeur, sauf quand il y a trop de pluie ou trop de soleil. Voilà, c'est ça, quoi. Et donc, la calvitie, c'est une transmission génétique. Alors, ça, c'est pas trop grave. Certains le vivent pas bien, d'autres bien. Mais parfois, ça peut être... la transmission génétique, ça peut être des maladies graves. Donc, c'est précieux, le patrimoine génétique. Et donc, il faut essayer de l'avoir le meilleur possible. Mais ça, on ne le maîtrise pas, André. On ne choisit pas ses parents. Ça dépend pas de nous. Hein, voilà, il ne faut jamais oublier ça. Ouais. On ne choisit jamais ses parents. Encore moins son patrimoine génétique. Alors nous parlerons... Pas trop de génétique aujourd'hui, on parlera aujourd'hui plutôt de valeurs financières et nous verrons qu'elles peuvent aussi être, comme je vous l'ai dit, des valeurs diverses. Et donc, tout d'abord, on se posera un certain nombre de questions. D'abord, qu'est-ce que le patrimoine ? Quel est l'intérêt d'être conseillé par un spécialiste ? Et tout d'abord, nous allons demander à Monsieur Victor Weiss, qui est-il ? Quel était le déclic pour choisir cette voie et pourquoi il l'a choisi et ce qui lui plaît le plus dans sa profession. Donc, comment est venu ce déclic, Victor ? Vous pouvez nous dire, comme ça, à l'école ou d'un coup, par hasard, une rencontre, je ne sais pas. Alors... Très concrètement, je me suis intéressé très tôt au domaine financier. Alors, j'ai toujours connu mon père boursicoté. Ma mère est une ancienne cadre bancaire. Oui. Au départ, je crois pouvoir dire qu'ils m'ont en quelque sorte transmis le virus. Et à 18 ans, j'ai ouvert un PEA, un plan d'épargne en action, et j'ai commencé à investir sur les marchés financiers, tout en cherchant à acquérir des compétences approfondies. Oui. Mes parents m'ont vraiment apporté les bases, en fait, pour démarrer. À l'origine, mon rêve de gosse, c'était d'entrer dans la police nationale, donc c'est un milieu totalement différent. C'est pas pareil. Exactement, c'est totalement différent. Oui. Pourquoi la police nationale comme ça la sécurité, le et la police régionale. Alors effectivement, très jeune, j'aimais l'autorité, je regardais souvent des films policiers, voilà, j'aimais l'ordre. Ouais. Et en fait, à l'âge de 19 ans, j'ai passé les sélections. Les épreuves écrites se sont bien déroulées. Pour rentrer dans la gendarmerie, dans la police nationale. Police nationale. C'est pas la même chose, et puis les tests psychotechniques, sportifs. Cela dit, j'avais 19 ans. Lorsque je me suis retrouvé devant un jury de 6 personnes, présidé par un commissaire de police qui avait un peu de bouteille, si je puis dire. Ouais.
Bon, je me suis laissé déstabiliser. À peine on me posait une question que j'y répondais, on m'en a envoyé une autre. Je suis sorti de là totalement liquéfié, mais vraiment liquéfié. Et on peut comprendre. Ça s'appelle un oral, quoi. Voilà. Mais ouais, c'est vraiment. L'oral, c'est une épreuve en soi. Hein. Ah, c'est une épreuve dure. Tout à fait, tout à fait. Donc j'étais complètement dépité et bon, quand je suis sorti, je me dis c'est bon, je me suis loupé. Donc. En tout cas, Victor, ici, on n'est pas à la police nationale, vous voyez. Exactement. Et je vous sens super à l'aise. Hein. Vous parlez bien à l'aise, hein, ça va. Tout à fait. Alors, en fait, avec le temps, effectivement, j'ai pu gagner en assurance. Mais c'est vrai qu'à 19 ans, généralement, on manque beaucoup d'assurance. L'assurance, je crois qu'on l'acquiert au fil des années par l'expérience, par les échanges. Oui. Et effectivement, une époque où j'aurais pas prendre la parole en public, j'aurais pas pu. Et puis maintenant, si on me demande de prendre la parole en public, j'ai aucune difficulté à le faire. Donc voilà, c'est avec le temps, effectivement, on gagne en assurance. Donc le déclic, ça a été ce que faisaient vos parents, quoi, finalement. Le centre d'intérêt de vos parents vous a séduit aussi, quoi. Alors, ils n'étaient pas dans le domaine de la police. Hein. Enfin, ils étaient mais c'était quand même des modèles. Tout à fait. Mon père, comme je l'ai expliqué, j'ai toujours connu boursicoter. Donc très tôt, je lui ai posé des questions, je commençais à m'y intéresser. Ma mère a été cadre bancaire, donc effectivement j'ai eu ce virus. Donc, et c'est comme ça qu'après, je me suis dit, je vais ouvrir un plan d'épargne en action et je vais commencer à faire. Mais pourquoi la police ? Parce que comme modèle parental ou etc., c'est plutôt différent. Tout à fait. Mais non, mais justement, tout à fait. Mais pour faire sa place personnelle. Non. Oui, et puis. Parce que vous disiez que vous aimiez l'autorité, la sécurité. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est puis l'uniforme, ça avait un certain prestige jeune, pour moi. Et puis me sentir utile, j'avais cette envie de me sentir utile. Finalement, le déclic, il est à biface, si j'ose dire. C'est quelque part l'échec à cette épreuve orale, et l'autre face, c'est l'image de ce que faisaient vos parents. Et tout ça, ça vous a orienté finalement vers ce choix-là, ce que vous faites actuellement. Finalement, en partie, pour résumer la situation. En partie, tout à fait, oui. Donc, et en fait, concrètement, à la suite de cet échec, si je puis dire échec, je me suis orienté vers quelque chose d'un peu connexe, donc la branche prévention sécurité. Donc, j'ai été un certain temps agent de sécurité privé et agent de sécurité incendie. Jusqu'en 2017. En 2017, en fait, mon père avait un ami qui était conseiller en gestion de patrimoine lui-même. Donc, il m'a mis en lien avec cet ami. D'accord. Et en fait, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec un professionnel de la gestion de patrimoine, en fait. Et je me suis dit tout de suite, il faut que je le fasse. J'ai pas hésité, il faut que je le fasse. Radio Laser. Vous êtes sur Radio Laser. André, je viens d'entendre une expression qui est intéressante. Vous avez parlé de sécurité. Oui. Alors, le patrimoine aussi, c'est une forme de sécurité. Effectivement. Pas du même ordre tout à fait, mais une sécurité qui nous inscrit dans un prolongement historique, puisque le patrimoine, dans l'étymologie du mot, c'est ce qui vient des pères. On va y revenir tout à l'heure. Oui, mais justement, donc ça veut dire que la sécurité doit s'inscrire dans un ordre d'une certaine manière, mais ça faut voir quel ordre est le meilleur pour la sécurité. Oui, on va parler tout à l'heure, c'est quoi le patrimoine. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre profession finalement ? Concrètement, il y a l'accompagnement, le contact relationnel. J'ai une typologie de clients très vaste. Aussi bien des jeunes actifs, des retraités, des chefs d'entreprise. Vraiment, c'est très vaste. Je n'ai pas d'a priori. J'ai aussi bien des clients aisés que moins aisés. Je ne me limite pas à une typologie de personnes. Je considère que tout à chacun a le droit à un accompagnement. Et c'est souvent ceux qui ont le moins qui ont le besoin de plus d'être accompagnés. Notamment sur les sujets liés à la préparation de la retraite. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément... pour beaucoup de gens, il y a une certaine crainte sur comment je vais financer ma retraite, quand je vais financer mes vieux jours, comment je vais faire demain pour ne pas... en ce moment, c'est sûr. À la charge de mes enfants demain si je suis victime entre guillemets de dépendance. Donc c'est tous ces sujets-là que je suis amené à aborder
Ce qui vous plaît, c'est le fait de conseiller Tout à fait. des personnes ou des familles dans leur plan Tout de à fait. vie, quoi, pour Tout le à fait. futur, quoi. Tout à fait. Et pour le présent aussi, d'ailleurs. Tout à fait. Donc, tout à fait. Et ça peut être aussi, souvent, j'ai les enfants qui deviennent clients après coup. Et puis, en amont, mais souvent, je mets l'accent sur le fait que c'est pareil, votre transmission, il faut la préparer de votre vivant pour éviter parfois des querelles familiales, parce que c'est vrai que c'est au moment de malheureusement, en antenne tout à l'heure. Ouais. C'est parfois à l'occasion on ouvre une succession que des conflits apparaissent, même des fois des frères et des sœurs qui s'entendaient bien à l'origine vont commencer peut-être à se chamailler parce que Il y a du bien. Il y a du bien en jeu. Oui, tout à fait. Et c'est Un double bien d'ailleurs. C'est pas que des histoires de fourchettes, mais parfois ça peut aller jusqu'à des histoires de fourchettes. Du bien à valeur financière et du bien à valeur affective, sentimentale. C'est les deux. Les biens sont toujours ambigus. Souvent, c'est pas tant l'aspect purement financier, mais plus sur l'aspect immobilier. Parce que vous pouvez avoir toute une fratrie, et puis les parents, malheureusement, un jour décèdent. Il y en a un qui veut conserver le bien, l'autre qui veut vendre, l'autre qui veut racheter la part de l'autre, sans que l'autre n'a l'argent. Et des fois, ça crée des querelles, des conflits, avec malheureusement des bâtisses qui tombent à l'abandon. Vous intervenez dans ce cas-là, ou c'est le notaire? Alors non, ça c'est le notaire, mais quand je rencontre des clients, c'est des sujets que je suis amené à traiter avec eux. C'est à titre préventif, finalement. Tout à fait. En fait, j'ai un rôle complémentaire avec le notaire. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je vous disais ça. André? Oui, vous faites de l'assurance vie dans une certaine mesure. Tout à fait, l'assurance vie, du placement financier, tout ce qui peut se faire, je le fais. Ça peut être aussi l'immobilier, ça peut être aussi l'organisation de la structure patrimoniale, justement pour éviter en amont des querelles familiales. Donc effectivement, souvent le problème, c'est que les gens se disent je préparerai un petit peu mon patrimoine de façon à transmettre de bonnes conditions un peu plus tard, j'ai le temps. Et souvent les gens sont rattrapés par le temps et se disent parfois, mince. Alors peut-être que on vient de faire connaissance avec vous, votre projet, le déclic, etc. Peut-être vous-même avez-vous une définition de ce qu'est le patrimoine, et André va nous le préciser d'un point de vue peut-être étymologique et philosophique. Alors, culture générale. De culture générale. Quelle est pour vous la définition du patrimoine, Victor? Vous avez une idée, bien sûr, j'en doute pas. Bien sûr. Alors, pour faire très simple, parce que beaucoup de gens se disent qu'un patrimoine, c'est forcément beaucoup d'argent, beaucoup de biens, alors que le patrimoine, en réalité, c'est tout ce que vous possédez. Ça va être même le premier euro que vous allez avoir dans votre porte-monnaie, c'est du patrimoine, c'est tout ce que vous possédez. Ça va être votre résidence lorsque vous êtes propriétaire. Ça peut être aussi votre fonds de commerce si vous êtes commerçant. Ça peut être aussi des timbres si vous avez une collection de timbres. C'est du patrimoine. Tout ce que vous possédez, c'est du patrimoine, en fait. C'est pas forcément des grandes demeures ou des biens en quantité, ça va être vraiment tout ce que vous possédez. Oui, c'est un cumul. C'est un ensemble. C'est un tout. C'est un ensemble. Oui. Voilà. Juste deux ou trois petites questions. D'où ça vient le mot patrimoine déjà? Des pères. C'est un mot d'origine latine. C'est très patriarcal, c'est ça. Oui, et même plus que ça, parce que dans l'Empire romain, le pater familias, il avait le droit de vie et de mort quasiment sur ses propres enfants qui venaient à naître. La place de la femme, là, on la connaissait pas. C'est du matrimoine, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'elle est là pour faire le complément. Non, elle n'intervient pas. Le chef de famille, dans la tradition juridique qui a été réarrangé avec le Code Napoléon, c'est le pater familias, le père de famille. D'ailleurs, récemment, il n'y a pas si vieux que ça, la mère de famille ou la mère ou l'épouse n'avait pas le droit d'ouvrir un compte sans l'autorisation du mari. Depuis les années 40, je crois seulement. Oui, mais avant, le patrimoine n'était pas vu de la même manière, par exemple, dans le monde, comment ça s'appelle, l'Europe centrale, le monde germanique. Mais c'est différent. Peut-être dans le cadre de la mouvance égalité homme-femme, certains ou certaines pourraient dire on devrait changer le mot patrimoine. Appeler ça matrimoine. Ou le mélanger, matrimoine, enfin je sais pas, quelque chose exprimant que ce n'est pas ce qu'on appelle justement, pater familia. Est-ce que je peux compléter le deuxième aspect?
Donc ce qui nous vient donc de nos ancêtres, en quelque sorte, voilà le patrimoine. Pas les Gaulois. Non, on a toujours des ancêtres gaulois dans notre écriture de l'histoire de France. Oui. Même lorsqu'on était en Algérie, nos ancêtres, les Gaulois. Oui. C'est bien classique, ça. Oui. Mais ça veut dire que ce qui vient d'avant, il y a une forme d'héritage dans toute idée de patrimoine. Mais ce qu'on achète maintenant, qui va devenir notre patrimoine, c'est parce qu'on a reçu un processus de formation qui est hérité du passé. Par exemple, la langue, on peut dire que la langue est du patrimoine commun. Ça aussi, ça fait partie du patrimoine. La manière de voir le monde, patrimoine scientifique. Non, patrimoine. C'est pas nécessairement une valeur financière en soi, mais qui peut avoir des conséquences financières aussi. Toujours des conséquences, surtout dans notre monde actuel. Bien sûr. Et puis d'autre part, dernier point, je crois que c'est Anatole France qui avait dit, notre dette envers ceux qui nous ont précédés est si énorme qu'on ne pourrait même pas parler de liberté par rapport à eux. Ça veut dire que ce que nous sommes, ce que nous savons dire, la langue, ce que nous savons faire, notre travail, notre métier, etc., nous le tenons de tous ceux qui nous ont précédés. Oui. Donc on a une dette par rapport à ceux qui nous ont précédés qui est incommensurable. Elle n'est pas mesurable, cette dette-là. C'est pour ça qu'on a tendance à oublier et de faire croire qu'on n'a pas besoin de dépasser des anciens, etc. On en a besoin. On les trouve dans les textes, on les trouve partout. Donc là, on a commencé à comprendre quel est l'intérêt d'être conseillé par un spécialiste que vient nous dire... Alors là, on est dans l'ordre du patrimoine juridiquement défini. Oui. Socialement défini, en quelque sorte. Radio Laser. Radio Laser. Vous êtes sur Radio Laser. Une autre question à Victor. Quel est l'important pour vous? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous pour conserver, faire fructifier et puis surtout bien transmettre son patrimoine? On parlait de la transmission du patrimoine génétique, mais avec le risque que ça présente, mais aussi un patrimoine financier, ça présente aussi du risque. Alors, ou de biens matériels. Oui. Indépendamment, on abordera au cours de la seconde chronique tous les aspects psychologiques, les successions, etc. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire pour le conserver au mieux, ce patrimoine, et surtout le transmettre au mieux et dans les meilleures conditions? Alors, la première des choses, c'est la diversification. Les anciens disaient souvent, il ne faut jamais mettre tous ses œufs au même panier. Et je crois que ça a du sens. Beaucoup de sens même. Pas que des placements dans des voitures. Il faut pas se faire voler le panier, quoi. Voilà. Même les voitures, il paraît que c'est un tas de ferraille, une voiture. Quoique, il y a des voitures de collection, hein, bien sûr. Aussi, un tas de ferraille qui marche, c'est mieux qu'un tas de ferraille qui ne marche pas. Ça roule, ça roule bien. Oui. Bien sûr. Après, voilà, c'est vrai que concrètement, pour parler très simplement, il ne faut pas miser uniquement sur l'immobilier ou sur des placements financiers. Il faut vraiment des deux. Et il ne faut pas uniquement se reposer sur des placements bancaires classiques. Il ne faut jamais négliger également, en matière de transmission, la rédaction d'une clause bénéficiaire en assurance vie. Alors c'est quoi une clause bénéficiaire? Alors la clause bénéficiaire, c'est ce qui vous permet de votre vivant de définir à quelle personne vous souhaitez transmettre vos capitaux d'essai. On transmet forcément à ses enfants déjà. Alors, la clause bénéficiaire, il faut savoir une chose, c'est que vous pouvez mettre qui vous voulez. Ah ouais. Si vous avez une maîtresse, vous pouvez même mettre votre maîtresse. Bon. André, tu vois, faut qu'on y pense. On n'aura jamais assez, vu le nombre. Voilà. Bon, le risque, effectivement, c'est qu'à l'ouverture de la succession, votre famille légitime peste un peu. Et donc, il y a ce qu'on appelle souvent le risque de prime manifestement exagéré. Concrètement, si vous souhaitez déshériter, par exemple, votre famille légitime... On ne peut pas déshériter sa famille légitime, on n'a pas le droit. C'est un moyen de le faire avec l'assurance vie. Mais attention, parce que si la grande majorité de votre patrimoine est détenu en assurance vie et que vous transmettez... tout cela à votre maîtresse, effectivement, votre famille légitime peut casser la clause bénéficiaire sur un recours administratif. Parce que je crois, moi je suis pas un spécialiste du tout, je crois qu'il y a un pourcentage
qui est attribué de toute façon à la famille légitime, non? Alors, il faut savoir que l'assurance vie, c'est hors succession. C'est-à-dire que une succession ne peut ne pas être ouverte, et les capitaux décès peuvent être versés. Il n'y a pas besoin de passer devant le notaire pour un contrat d'assurance vie, comme pour un contrat d'assurance décès. Ça se fait dès lors que l'assureur a connaissance du décès, qu'il reçoit l'acte de décès et tous les éléments qui vont permettre d'attester la qualité du bénéficiaire. Donc, concrètement, un mari infidèle peut tout à fait ouvrir. Et une femme infidèle aussi, j'imagine. Exactement, tout à fait. On parlait tout à l'heure d'égalité homme-femme, tout à fait, c'est une possibilité. Après... C'est vrai qu'on parle souvent d'un mari infidèle et pas d'une femme infidèle. Hein. Pourtant, ah si, il y a eu des romans et des films là-dessus sur la femme infidèle. Oui, bien sûr. Dans les tragédies aussi grecques. Oui, on est en train de faire une digression là, mais enfin c'est intéressant. Digression. Digression, oui. Donc effectivement, mon rôle aussi, dans un cas où parfois je peux avoir des clients à la marge qui vont dire « Ah bon, mes enfants, ça peut arriver. Mes enfants, ils s'occupent plus de moi, ils ne me voient plus, je suis tout seul. Mon voisin, par contre, il est présent. Super sympa. Il est super sympa, il est présent. Écoutez, je veux que mon voisin figure en clause bénéficiaire. » Alors, quand les capitaux sont relativement modestes par rapport au reste du patrimoine, pas de problème, mais il peut arriver que les capitaux représentent la majorité du patrimoine de mon client. Et donc, dans ces cas-là, je lui dis, attention, votre famille légitime peut faire un recours administratif en expliquant que les primes sont manifestement exagérées, et là, les capitaux peuvent réintégrer la masse successorale. Et là, effectivement, votre contrat d'assurance vie pour transmettre à votre voisin n'aura servi à rien. D'accord. Juste une dernière précision. Cette chronique-là. Manifestement exagéré. Est-ce que dans les textes qui règlent tout ça, qui régissent tout ça, il n'y a pas un chiffre quelconque qui dit c'est 50%, 20%, 30%, je sais pas. Bon, on va y venir à la prochaine chronique, si tu veux bien. Ah, oui. Parce que là, on est pris par le timing, comme on dit, quoi, et on se retrouvera donc la semaine prochaine avec Monsieur Victor Weiss pour parler de ces histoires de pourcentage, notamment. On vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, et prenez soin de vous, prenez soin de votre propre patrimoine et pas seulement que le génétique. Faut prendre soin de ses gènes aussi quand même. Oui, il faut prendre soin de ses gènes, il faut sa santé. L'alimentation, la boisson, le sport, etc. Oui, mangez bien et faites du sport. On a fait récemment une chronique sur sport et santé, c'est très important. Merci Victor, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, passez un bon week-end. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.